Marceau, le soir, avec Marceau. Radio X. Ah, c'est un plaisir de le recevoir ce soir, puisqu'à chaque début de saison, on fait un appel aux auditeurs et on leur dit « Tabarouette, qui c'est que vous voudriez entendre sur les ondes de Radio X le soir? » On a la chance de jaser pendant plus d'une heure lorsque les gens se pointent le soir. Des fois, on réussit à pas faire de pause. Des fois, on en fait une entre les deux pour donner une pause à nos invités. Et quand on a fait un appel à tous en disant « Qui est-ce que vous aimeriez entendre sur les ondes de Radio X le soir pendant une heure? » Son nom est arrivé plusieurs fois, puis normalement, je suis un gars assez curieux, puis je vois un peu tout ce qui se passe tu sais, dans l'actualité. C'est la première fois que j'entendais parler de son nom. Puis là, je me suis dit, m'a googlé son nom, tiens toi. Kevin Gaudreau. Et là, je tombe sur une série d'articles, puis là, je m'aperçois que c'est un docteur en psychologie, et ce qu'il adore faire, c'est parler de nostalgie. Et là, j'ai compris pourquoi les auditeurs nous l'ont fortement recommandé, parce que la nostalgie, tout le monde aime entendre parler de la nostalgie. Et on va en parler pendant les 60 prochaines minutes. Kevin Gaudreau, docteur Kevin Gaudreau, qui est avec nous, qui est docteur en psychologie. Bonsoir, comment allez-vous? Salut, merci de l'invitation, un grand privilège. La route était bonne? Ah oui, oui. Ça a bien été, oui. Vous êtes à Trois-Rivières, vous? Trois-Rivières. Fait-tu longtemps que vous êtes là? Natif. Vous êtes natif en plus? Oh, natif. Vous avez décidé de travailler chez vous? Ouais, justement, mon bureau est là-bas. Ouais. Vous avez dû faire votre doctorat. J'ai connu des psychologues, en fait, Christian Aude, qui vient nous voir une fois de temps en temps. Lui, il n'a pas eu à faire son doctorat. Quand est-ce que c'est arrivé, ça, cette nouvelle loi où les psychologues devaient absolument avoir un doctorat? C'est des années 2000, début 2000. Début 2000. Ça fait pas longtemps. OK. Donc, vous êtes encore tout jeune, docteur? Moi? Ouais. Oh, oui. Mais pourquoi parler de nostalgie quand on est jeune comme vous? Parce que c'est un sujet universel. Comme vous avez dit tantôt, tout le monde aime en parler en général. Ouais, là. C'est un sujet universel qui touche généralement la plupart des gens dans la vie. Mais là, il y a des degrés de différence d'une personne à l'autre. Là. On va y aller graduel. Ouais. Ça dépend là, du niveau d'intensité que c'est vécu. Mais c'est assez universel. Tous les cultures, les sexes, l'égalité, tous les âges. Autant, là, on parle enfants, ados, adultes, personnes âgées, tous les âges. C'est universel. L'intérêt aussi pour ce qui est de... Moi, là, les premières fois que je me suis intéressé à ça, c'est parce que lorsqu'on fait des études en psychologie, on doit trouver un thème pour faire des recherches spécialisées. Puis ce thème-là sortait un peu de l'ordinaire dans ce domaine-là. C'est au Québec surtout. Surtout au Québec, j'ai trouvé beaucoup, en faisant des recherches là-dessus, je trouvais beaucoup d'articles puis de sujets aux États-Unis, l'Ouest américain. Les racines de la nostalgie viennent aussi de l'Europe. OK. Puis il y a beaucoup d'articles, là, France, Suisse. Mais au Québec, pas beaucoup. Puis moi, ça, c'est un des éléments qui m'a motivé à choisir ce sujet-là. Il y a plusieurs autres raisons, là. Mais ça, c'en est une des raisons, l'originalité. Une des raisons. Ce qui est curieux quand on parle de nostalgie, puis parce que ça touche tout le monde. Nous, on le voit dès qu'on parle de nos émissions qu'on écoutait quand on était jeune, puis on commence à parler des diverses émissions qu'on écoutait. Il y a des gens, oui, moi j'écoutais ça, puis moi aussi, il y avait ça aussi. Tu te souviens-tu d'Albator? Les lignes sont pleines. Albator, là, les lignes sont pleines. Il y en a qui décident de chanter la toune d'Albator. Tout le monde a du fun. Je retrouve aussi de la nostalgie dans la musique. On dirait que, je sais pas, moi, Hélène de Roquevoisine, ouais, je sais, c'est mon petit côté quétaine, mais Hélène de Roquevoisine, je m'en souviens encore comme si c'était hier, puis je trouvais donc ça beau, cette chanson-là, puis je pensais à une fille, je me souviens encore du nom de la fille. C'est fou, là! Ouais. La musique, c'est la musique, elle te fait vivre ça. C'est une des manières les plus efficaces de susciter la nostalgie, c'est la musique. La musique? Il y a beaucoup d'études là qui ont fait des découvertes dans les dernières années, surtout sur les aspects de ressources liées à la nostalgie. C'est nouveau, ça, ce courant-là. Okay. Les médias, puis tout ce qu'on connaît en général, on a souvent parlé de nostalgie comme étant quelque chose de régressif, qu'il faut nuire, c'est nuisible et tout ça. Ah oui. Là, on réalise de plus en plus que c'est une ressource. Puis, il y a des études qui ont démontré que justement, la musique, lorsqu'on rencontre des gens et on fait des recherches, par exemple, sur la nostalgie et telle autre variable, comme le sens à la vie, des éléments comme ça. Souvent, on utilise la musique pour tester, mesurer le sens à la vie, par exemple, et la nostalgie. Et là,
ça va vraiment être efficace comme moyen de susciter les souvenirs. Facilement, la musique. Et souvent, comme vous avez dit, là, les souvenirs qui accompagnent ça, souvent, le thème le plus souvent associé, ce sont les relations qui sont derrière l'émotion de la nostalgie. Et plus que la personne a l'impression qu'il y a un sens à sa vie, il y a souvent associé à ça des personnes dans le souvenir. Quand vous dites que la nostalgie, ça a longtemps été péjoratif, moi, c'est la première fois que j'entends parler de ça, Dr Godreau. Est-ce que, je sais pas, est-ce que ça nous rappelle notre adolescence? Je sais pas, toi, si t'as de la nostalgie envers ton adolescence. Je sais pas vous, Dr Godreau, mais moi, mon adolescence... Chaque fois qu'on me parle de quelque chose que j'ai vécu dans mon adolescence, ça me rappelle le bon temps, le bon vieux temps. On a l'impression que c'était le meilleur temps qu'on avait vécu. Okay. On n'avait pas nécessairement de responsabilité. C'était le fun. On travaillait pas autant qu'on travaille aujourd'hui. On n'avait pas la même dynamique. Il y en a qui ont des enfants, des grosses familles. Donc, tu sais, t'as plus le temps de penser uniquement à toi-même. Quand on était jeune, à l'adolescence, il y en a qu'on dirait qui sont restés jammés là-dedans. Là. Puis quand ils entendent des trucs, là, hier on parlait avec Jean-Michel Coyne de Coyne Informatique, de son émulateur Nintendo. Oui. Des vieux jeux qu'on jouait quand Nintendo a sorti pour la première fois. Le nombre de personnes qui m'ont écrit, parce que là, ils ont su que j'avais la console de 620 jeux. J'ai même pas eu le temps de répondre à tout le monde. Là. Les gens voulaient savoir, « Hey, tel jeu, es-tu sur la console? » Parce que là, il y en a 620. Oui, je l'ai pas appris par cœur. Là. Mais c'est clairement ça, c'est que les gens disent, « Ah ouais, les premiers Nintendo qui sont sortis, je peux rejouer à ça. J'ai 35 ans à cette heure. » Justement, des études tout récentes que j'ai lues, là, confirment également scientifiquement ça dans la littérature scientifique. Les jeunes hommes dans la trentaine sont plus susceptibles d'aller dans le, comment on appelle ça, le rétro gaming qu'on appelle ça? Rétro gaming, hein, c'est ça le terme. C'est ce que j'avais lu dans l'article. Puis souvent c'est en lien vraiment avec le fait que la nostalgie peut, dans certains cas, on verra plus tard, là, il y a des critères de conditions pour que ça fonctionne. Ce que je veux vous dire là, c'est que le fait d'être dans un état nostalgique quand c'est passager, là. On parle pas tout le temps, tous les jours, là, continuellement. Mais lorsque c'est passager, et que c'est dans un moment d'adaptation passager, ça peut susciter une impression de revivre. Si par exemple, lorsque vous avez vécu le moment là, que vous jouez à votre jeu, là, par exemple, enfant, vous étiez avec tel ami, dans tel endroit, puis à tel jeu vous jouez. Vous partagez un moment ensemble qui comblait un besoin social qui a été comblé à ce moment-là. OK? Donc, des études que je vous parle, par exemple, dans un moment de solitude passager, ça, c'est vraiment un exemple concret que je vous donne. Ouais. Une personne qui vit un moment de solitude passager, qui demande une adaptation passagère, une soirée, une fin de semaine, va tout à coup utiliser la nostalgie comme ressource, mécanisme d'adaptation pour faire réveiller les mêmes émotions, les mêmes sensations, les mêmes états qu'elle vivait lorsqu'elle était enfant, et elle vivra plus la solitude pendant sa soirée. Elle va sentir qu'elle est comme dans le moment du souvenir. Elle va se sentir entourée. Ouais. Elle va sentir que le soutien social est là, même si elle est toute seule. Ça a-tu le même effet? Des fois, je regarde, des fois, quand je vois pas mes gars pendant 2 jours, c'est mon petit côté quétaine, je vois pas mes gars pendant 2 jours, puis là, je regarde les photos de quand ils étaient bébés. Bon. Puis on dirait que, tu sais, mais l'ennui que j'ai de mes enfants, ça se transforme en, oh, il était petit cute, il ressemblait à sa mère, mais il était cute. Non, c'est vrai, tu sais, on dirait que ça te fait passer, comme un peu comme vous dites, Dr Godreau, ça fait passer le moment, on dirait, tu sais, un moment qui est un peu particulier parce que là, tu t'ennuies de tes enfants, puis tu regardes des photos quand ils étaient petits bébés. Puis là, tu te rappelles plein de souvenirs. Puis ça passe, ce moment-là, qui est un peu triste parce que tu t'ennuies de tes enfants. Ça varie beaucoup, là. Ouais. Ça varie beaucoup d'un souvenir à l'autre aussi. Ouais. C'est vraiment complexe comme émotion. On appelle ça une émotion complexe. Parce que pour ce souvenir-là, ça peut susciter ça en une personne. Et pour un autre souvenir, la nostalgie, c'est encore de la nostalgie, là. Mais pour un autre souvenir, il va y avoir d'autres émotions qui vont accompagner le souvenir en particulier. Comparativement à un autre souvenir, même si c'est de la nostalgie. Mais elle n'est pas vécu pareil. Ça varie d'un souvenir à l'autre. C'est pour ça que moi, je tente de vulgariser une manière nuancée de présenter la nostalgie, plutôt que de rester centré sur son expérience à soi de nostalgie. Il y a des gens qui vont dire « Ah, moi, la nostalgie, là, c'est régressif, ça me rend déprimé, puis tout ça, puis il faut passer ça, là. » Puis il y a d'autres personnes, au contraire, dans l'autre sens, idéalisées. « Ah, c'était tellement mieux le passé, puis aujourd'hui, là, c'est n'importe quoi. » Vous voyez, là? Donc ça, c'est les extrêmes. Moi, je tente de
d'amener une vision vraiment nuancée, puis il y a plein d'éléments, là. Moi, il y a une affaire qui me soulever, rend agressif. Il y a une affaire qui me rend agressif quand je pense à cette fameuse nostalgie-là. Puis ça revient un peu aux jeux vidéo. Vous me parliez de rétro gaming tout à l'heure, là. Ceux qui jouaient à Duck Hunt, là. Le chien qui riait de toi quand tu ratais ta shot, là. L'autre jour, on repassait justement ce bruit-là là, du chien qui riait. Là. Okay. Ça me rend encore... La nostalgie me faisait... J'étais encore choqué après le chien. Ça fait plus de 20 ans, docteur, là. Ah oui, c'est... Je pense encore à ce mot du chien-là dans Duck Hunt, puis ça a l'air que dans l'émulateur, tu peux le tirer maintenant. Fait que ça, c'est comme réparer là, les blessures que t'avais de frustration. Okay. La vraie définition de la nostalgie, qu'est-ce que c'est exactement? Ça varie d'un dictionnaire à l'autre. Puis ça varie aussi si on va dans le langage populaire, c'est dans les dictionnaires là, qu'on peut regarder la définition. Mais moi, je me réfère surtout à des articles scientifiques là, derrière ça. Puis, on va la présenter pour tenter de pas la caractériser en la jugeant, ne pas se positionner sur est-ce que c'est bien ou pas, là. Okay. Je vais vous la présenter en vous disant c'est une affection et un désir pour une période du passé. Une affection et un désir pour une période du passé. Oui. Alors que dans certains endroits, surtout par exemple des dictionnaires populaires, là, vous allez avoir des termes surtout liés à la psychopathologie, la mélancolie, douleur du passé, retourner dans son milieu natal, tout ça. C'est vrai, mais c'est comme si ça amène une direction populaire que c'est de la souffrance automatique. Là. Okay. Alors que si on l'amène sur une manière plus générale, avec moins de jugement, je crois que c'est une meilleure position. Mais ça peut dépendre aussi, Doc, quel genre d'enfance que vous avez eu. C'est ça. Et moi, il y a rien qui me fait le plus plaisir que de faire une run de char. Je sais qu'il faut pas le dire, là, parce que Gabriel Nadeau-Dubois va me dire que je suis un gros pollueur, mais je me promène en char, Doc, puis je vais dans des endroits où je me tenais quand j'étais jeune. Je vais voir mon ancienne école secondaire. Je vais exactement où les balançoires, où on se tenait dans le parc, puis où on essayait de pas se faire pogner par la police parce qu'on buvait une Colt 45 à 12. Ça me rappelle des beaux souvenirs, ça, Doc. Ben oui, mais ça varie beaucoup. Donc, il y a des personnes pour qui... Quand je dis faut pas mettre une définition qui met une direction de jugement, je suis pas en train de dire que c'est pas le cas. Là. Oui, il y a des gens pour qui c'est vraiment bénéfique, puis il y en a pour qui c'est vraiment nuisible, là, la nostalgie. C'est juste que pour partir d'un point de vue neutre, scientifiquement, je vous propose cette définition-là et qui est de plus en plus utilisée là, dans les recherches américaines sur la nostalgie. Donc cette définition-là, elle inclut un plus grand portrait, plus inclusif. C'est plus inclusif comme définition. Okay. Dans la nostalgie, es-tu utilisé lors des traitements, lorsque vous jasez avec des patients? Parfois, moi, j'ai pas l'habitude d'utiliser vraiment. Ça dépend. Par exemple, il y a des contre-indications. Il y en a une que je peux vous dire tout de suite, une contre-indication, par exemple. On sait que les personnes qui souffrent de dépression, dont des dépressions majeures, importantes, là, la nostalgie, souvent, ça devient quelque chose de difficile à vivre. Donc, c'est pas recommandé. C'est pas recommandé la nostalgie lorsqu'on souffre de dépression, par exemple. Parce que les pensées sont déjà teintées beaucoup de dysfonctionnement, puis il y a des ruminations, tout ça. Donc, c'est pas recommandé, par exemple, la nostalgie en dépression. Ça, c'est un bon exemple de limite déjà. C'est drôle, j'aurais pensé le contraire, d'aller rechercher des souvenirs, un souvenir positif à quelqu'un comme point d'accroche, là. On pourrait dire ça comme ça. Parfois, ça peut fonctionner, surtout dans des moments d'adaptation passagers. Et c'est là souvent que les recherches vont appuyer que la nostalgie peut être une ressource d'adaptation passagère face à des défis de vie qui sont limités dans le temps. Par exemple, quelques semaines, quelques jours, quelques heures, comme par exemple l'isolement, le manque de sens à la vie, difficulté, une rupture récente ou une perte d'emploi, des choses comme ça. La personne peut utiliser, par exemple, une musique qui la rend nostalgique ou aller à un endroit où elle va se ressourcer. Ça, c'est un terme qui vient souvent, ça. Lorsque les personnes, parce que j'ai rencontré beaucoup de gens là, dans mes études parce qu'il a fallu que je m'informe auprès de vraies personnes là, pour savoir comment ils vivent ça. Puis donc vous parliez pas à d'autres psychologues? Non.
Je le faisais, c'était vraiment une recherche autonome que j'ai fait. J'étais accompagné d'un directeur, bien sûr, mais j'ai eu une grande liberté. Okay. Et je rencontrais des personnes dans un laboratoire à l'université, à l'UQTR. OK. Puis, je demandais aux gens, là. Puis souvent, ce qui sortait, c'était dans des moments d'adaptation passagers que la nostalgie peut être aidante. Surtout. C'est surtout là. Ou dans des situations qui sont, par exemple, à long terme, qui ne sont pas guérissables. Par exemple, la mort approche, fin de vie. Par exemple, la fin de vie. Mm-hmm. Ça peut fonctionner, diminuer l'angoisse existentielle à certains moments, d'utiliser parfois des souvenirs nostalgiques ou des musiques nostalgiques auprès d'une personne qui est en fin de vie. Ça, c'est un exemple. Ouais, c'est le genre de fin de vie que j'aimerais avoir. Puis je me souviens pas dans quel film que j'avais vu ça. Peut-être que les auditeurs pourraient nous aider. Mais les gens qui étaient en fin de vie avaient une projection des choses de leur passé. Puis un récit de vie? Oui, ça ressemblait peut-être à un récit de vie, mais c'était plus des images qu'il y avait durant leur enfance, des images qu'il y avait durant leur adolescence. Puis je me suis passé dans la tête, j'aimerais peut-être ça avoir ce type de vidéo-là lorsque mes jours viendront. Tu le sais d'avance. Là. Et que c'est la personne elle-même, c'est comme sur le fil de sa vie ou c'est des choses générales? Je pense que c'était des choses générales. Tu sais, la musique que cette personne-là écoutait quand elle était jeune. Puis j'en jasais l'autre jour. Mm-hmm. J'avais vu Elvis Story au Capitole. Okay. J'avais vraiment trippé, Doc, pas parce que c'était de la musique de mon temps, mais j'ai toujours trippé sur Elvis parce que les gens chez qui j'habitais quand j'étais jeune écoutaient du Elvis. Ben oui. Puis ça me rappelait ce moment-là, c'est des gens que j'ai toujours adorés, puis j'adore encore toujours aujourd'hui là. Mais quand j'ai été voir Elvis Story là, puis j'ai vu les dames de 90 ans voir Martin Fontaine déguisé en Elvis, capoté là, avec le sourire d'en face, c'est comme si elles revenaient à leur adolescence. Ouais. Mm-hmm. Ça a la fonction de favoriser un fil de continuité de l'identité de la personne dans le temps. Donc, de faire un pont entre le passé, le présent et voir vers l'avenir. Donc, ça peut susciter ça, ce genre de réaction-là. Voir ta grand-mère croiser Elvis, là. Elvis, c'est Martin Fontaine, là. Mais c'est weird, là. Ta grand-mère a toujours aimé ton grand-père, là. Oh, oui, aucun doute. Mais là, c'est Elvis qu'elle aime, là. Puis elle veut son foulard. C'est le premier coup de foudre. Puis une fois que Martin Fontaine donne le foulard, tu serais surpris de voir ce que ces femmes-là font avec le foulard. Oh. Ça sent le foulard. C'est incroyable de voir ça. Je me dis, c'est-tu une des plus belles soirées de sa vie à cette dame-là? C'est pas un exemple. Parce que ça y rappelait son passé. Ouais. C'était beau à voir. Mm-hmm. C'était beau à voir. Dans les cas de régression, vous avez parlé de ça tout à l'heure. Oui, la régression. En quoi la nostalgie peut être de la régression? Souvent, on va partir... la nostalgie va être présente suite à une prédisposition de quelque chose qui était là avant. Je m'explique. Par exemple... Lorsque la nostalgie est trop présente et que ça devient une régression, c'est parce qu'à la base, la personne avait déjà une prédisposition de naissance. On appelle ça, en termes scientifiques ou psychologiques, le névrosisme. Une personne qui a plus de tendance à pencher vers des émotions désagréables ou nuisibles, la peine, l'anxiété, qui vit ça dans sa vie généralement, là. Ça fait partie de qui elle est depuis sa naissance. Okay. On sait que dans les études, les personnes qui sont davantage dans ce type qui ont ce tempérament-là, tout ça, ça fait partie d'elles, sont plus à risque que la nostalgie soit vraiment souvent vécue dans leur vie. Et lorsque c'est le cas, la personne va moins avancer vers, par exemple, des nouvelles opportunités, faire des nouvelles rencontres, prendre des risques de vie, aller vers la nouveauté, l'ouverture, tout ça. Donc là, ça peut donner une régression. Et parfois, certaines personnes vont s'accrocher à la nostalgie plutôt que d'utiliser d'autres stratégies autour. Sur le moment, ça peut sembler fonctionner. Parce que vous regardez la personne qui va dans l'excès. Ouais. Ça, il faut faire attention à l'excès, là. Trop de nostalgie, sur le coup, la personne peut avoir l'impression qu'elle a réussi à faire face à son défi. OK, elle est isolée, elle est tout seule, puis là, elle reste avec ses vieilles photos, des choses comme ça. Ça lui fait du bien sur le moment. OK, ça a l'air de fonctionner, là, sur le moment. On observe sur une caméra, là, OK, elle déprime pas plus, puis elle est pas suicidaire, ça fonctionne pour le moment. Mais à long terme, ça peut amener une diminution de possibilités de trouver d'autres solutions que la nostalgie. Donc, elle va surinvestir ça. Et ça, au bout de la ligne, là, il y a des défis qui arrivent dans la vie, là.
À un moment donné, peut-être qu'elle va avoir des problèmes de santé, peut-être des problèmes financiers, peut-être qu'elle va être encore plus en retrait, et là, elle n'aura pas d'autre solution. Elle va être prise dans la nostalgie, c'est régressif, là. Donc, elle peut rester... Donc, c'est toujours le même coffre à outils. Ça va devenir un cercle vicieux qui peut amener des conséquences. Donc, c'est toujours le même coffre à outils avec les mêmes outils dans ce coffre-là. En effet. Okay. Ça, c'est un exemple typique. Vous avez parlé de personnes névrosées. Comment on peut déterminer une personne névrosée? Comment vous décrivez c'est du névrosisme. C'est le tempérament. C'est de naissance. C'est des... Okay. C'est des traits de naissance. Okay. Mais à quoi ça peut avoir de l'air? Parce que souvent, on entend ça. C'est d'être plus des prédispositions à vivre davantage de peine, de tristesse, d'anxiété dans la vie. Des gens qui sont constamment négatifs? Ça peut. Ça fait partie de ça. Okay. Ça peut être une prédisposition. Ça, c'est une pathologie, ça? Ça dépend, là. Ouais. Je peux pas dire. Ça dépend. Mais ils sont plus à risque de souffrir de dépression, d'anxiété, par exemple. Et là, la nostalgie sera un symptôme ou un signe qui accompagne d'autres symptômes. Et là, ça dépend s'il y a un trouble ou pas. Là, je ne veux pas m'avancer. Là. Mais lorsque c'est le cas, la nostalgie peut être un symptôme qui est dedans la pathologie. Là. Mais la nostalgie elle-même n'est pas... c'est pas un problème en soi. Là. C'est vraiment... Faut être clair là-dessus. Là. Souvent dans les médias, on a souvent parlé de ça. La nostalgie, c'est soit idéal ou bien c'est un problème. Okay, non. On m'avait jamais parlé que la nostalgie pouvait être un problème. Puis effectivement, c'était constamment dans la nostalgie. Vous êtes le premier, en fait. Puis pourtant, j'aime ce genre de sujet-là. On a la chance d'avoir un psychologue qui vient nous voir aux 2 semaines. Puis il nous parle de plein d'affaires, plein de sujets. Mais c'est la première fois qu'on me dit que la nostalgie pouvait être néfaste pour certaines personnes. Il y a beaucoup de gens qui disent cette personne-là est nostalgique, il est pris dans le passé, il est désagréable, tout ça. Voyez-vous. C'est dans le langage populaire, la nostalgie, ça a une mauvaise réputation. En tout cas, dans mon temps, c'était pas de même. Mon temps était meilleur que le tien. Votre génération, c'est des vauriens. Ça, c'est intéressant. Il y a des études qui démontrent que dans la manière de présenter un récit nostalgique, ça a une influence. Là, si ça devient une ressource comme pro-sociale ou qui va faire fuir les gens ou qui va être moins bien adapté comme solution. Là. Par exemple, les personnes qui ont des niveaux de narcissisme plus importants vont présenter leurs souvenirs nostalgiques davantage en parlant au jeu, en se centrant sur leur réalisation à eux dans le souvenir et en excluant des relations ou des choses autour. Là. OK? On se restreint à ça. Moi, dans mon temps, c'était comme ça, puis j'ai fait ça, puis c'est ça. Bon. C'est vague ce que je dis là, mais vous allez voir la suite. Vous allez voir la suite. Vous allez voir la suite. C'est pas pareil qu'une personne qui parle de nostalgie en la présentant en disant par rapport à un souvenir qui serait semblable, on a vécu telle chose, elle parle avec une autre personne, par exemple. Ils vont partager des souvenirs nostalgiques. Est-ce que tu te souviens du moment où on a vécu ça? Et ça fait aujourd'hui ce qu'on en est rendu en ce moment, puis ça a développé ceci, cela, et aujourd'hui on en est rendu là. Donc, il y a l'altruisme, ça implique l'autre. Là, c'est différent. La manière, ça va davantage favoriser les contacts dans ce sens-là. Mais les études, pour résumer, le narcissisme, il y a des études qui démontrent que plus les indices de narcissisme sont importants, plus la personne va faire fuir autour lorsqu'elle va parler de nostalgie. J'aime ça. En même temps, je me pose une question. Quand on parle de nostalgie, on parle souvent par nos propres expériences, notre propre nostalgie à nous. En effet. Puis là, je me suis dit, OK, c'est parce que moi aussi, quand je parle de nostalgie, je parle au jeu. Est-ce que non. C'est pas de parler au jeu le problème. C'est pas le problème, ça. Non. Ça dépend, là. C'est récurrent. Puis est-ce que c'est tout le temps le scénario que je viens de vous donner là? Puis est-ce que c'est fréquent? Puis il y a beaucoup de critères, là. Là, je faisais une présentation rapide, mais on pourrait en parler pendant... Tu vois qu'il on pourrait en parler longtemps. Tu vois qu'il y a un psychologue qui va être clair. Il veut que son message soit très clair. Le danger des fois avec les autres générations, c'est d'essayer de comparer les anciennes générations aux nouvelles générations. C'est un exemple bien typique, c'est le grand-père qui dit « Moi, dans mon temps, les jeunes n'étaient pas tout le temps sur leurs jeux vidéo. » Le grand-papa, il n'y avait pas de jeux vidéo quand il était jeune. C'est ça. Tu sais, il n'y en avait pas. Non. Mais pourtant, cette génération-là juge la génération des plus jeunes maintenant qui, oui, trippent sur les jeux vidéo, qui ont pas les mêmes façons de faire que dans le temps.
Il y avait une question de survie dans le temps aussi. Puis il y avait d'autres problèmes. Ouais. Ça, c'est une des limites de la nostalgie, c'est que c'est comme chausser des lunettes roses, d'une certaine manière. Puis parfois, la personne va idéaliser certaines choses ou dénigrer d'autres choses, tout en restant spécifique sur un élément en oubliant le reste. Comme par exemple, il y a la nostalgie historique qui existe. Vous avez glissé un mot là-dessus, mais c'est un type de nostalgie. Par exemple, la personne n'est pas obligée d'avoir vécu une époque en question, mais elle est nostalgique d'une époque d'avant même sa naissance. Ça, c'est la nostalgie historique. Par exemple, le Moyen-Âge ou Jules César, des choses comme ça. La personne est nostalgique de ça, elle l'a pas vécu, elle aime bien la mode de ce temps-là, puis les habillements, puis le mode de vie, puis proche de la nature, puis tout ça, là. Mais elle oublie que les maladies, on mourrait de plein de maladies, puis le bûcher, hein, puis les maladies mentales, comment qu'on traitait ça dans ce temps-là? Mentales, avec un petit peu de bois. En effet, le bûcher. Donc, on oublie plein d'éléments. Donc, attention, ça, c'est un des éléments, un des pièges de... La nostalgie n'a pas la fonction d'amener une vision juste de la réalité. C'est pas sa fonction. Sa fonction, c'est de susciter des émotions agréables et désagréables, souvent plus agréables que désagréables, et parfois, c'est l'inverse. Mais les études démontrent que plus souvent, la nostalgie va amener des bénéfices. Par exemple, un mélange, c'est aigre-doux, on appelle. Un mélange d'émotions agréables, de la peine, de la joie, de la fierté, sérénité, chaleur, réconfort. De l'autre côté, vous avez la peine, l'ennui, la culpabilité, les regrets, le manque. C'est un mélange. Et même dans mes études là, que j'ai fait, là, moi aussi j'ai fait ma part, là. Comme Québécois. Ce que j'ai découvert dans mes récits avec les gens, c'est la même chose que je suis en train de vous dire là, c'est vrai. Donc, c'est un mélange et plus souvent, il y avait davantage de gens que la nostalgie était vécue davantage de manière agréable et aidante. OK. Est-ce que vous êtes capable d'établir un pourcentage? Non. Je peux pas le dire là, comme ça. Je sais pas, je l'ai pas compté le pourcentage. Puis j'ai pas lu ça dans les études. Okay. J'ai pas lu. Mais au pif, là, sur 100 personnes, je sais qu'il me répondra pas, mais je pose la question quand même. Sur 100 personnes. Oui, je veux dire, au moins une Monsieur personne. Marceau, je ne sais pas. All right. Hey, on est avec Dr. Kevin Godreau, il est psychologue, c'est un spécialiste de la nostalgie. Vous avez des questions, vous pouvez nous les écrire par texto 418-670-9098, 418-670-9098 par texto, ou encore écrivez-moi sur le live à radiox.com. On revient. Marceau, le soir. Radio X. Le Last Call, 670-9098. Allô, Radio X. Radio X avec Marceau. Salut Yann. Salut. 1% des auditeurs appellent, les autres écoutent. Et on a droit à tout un spectacle. Je voulais parler un petit peu de... Le Last Call. Lundi au jeudi. 22h. Radio X. Après plusieurs mois de travaux, la vie sportive revit. Un nouveau décor, encore plus de choix. Fiers de vous présenter notre nouveau magasin, nous vous proposons 7 jours de tirage, 3 grands prix par jour, 1500 $ pour s'équiper en ski alpin, 750 $ pour s'équiper en ski de fond et 1000 $ en produits Arc'teryx. 3 prix par jour, pendant 7 jours. Et nous offrons aux 100 premiers clients une carte cadeau de 25 $ pendant 7 jours. 7 jours! Redécouvrez votre magasin de sport spécialisé préféré, La Vie Sportive L'Accordé, 600 rue Bouvier. C'est le grand rallye du Journal de Québec. Plus de 20 000 $ en prix à gagner. Courez la chance de faire partie des 8 finalistes qui remporteront une carte cadeau d'une valeur de 400 $ pour les amateurs de plein air. Et un grand gagnant pour une nouvelle voiture édition 2019. Pour participer, trouvez l'indice du jour caché dans votre journal et inscrivez-vous à journaldequebec.com/concours. Tous les détails dans le Journal de Québec. Menet américain. On est jeudi. Comment? Mon post était ridicule, mais ils sont tombés dans le panneau. Le post, c'était le lait de Trump. Enfin, miam miam, des bonnes hormones naturelles. Oh! C'était... Jeff Fillion et Dom Morel. Jeudi dans Morel Live. Radio X. Une présentation d'alexandrewallet.com. Moi, avant, mes dettes m'étouffaient. J'avais une deuxième hypothèque à 15%, mes cartes de crédit pleines. J'ai appelé alexandrewallet.com et j'économise maintenant 1200 $ par mois. alexandrewallet.com
Jeff Fillion. Écoute, je suis parti de mon char un matin, pas de clé, là. Hein? Là, j'arrive sur l'autoroute, de il y a une clé allumée dans mon char. Ben oui. C'est ça, il y a une clé orange dans mon char. Ben, j'ai pas de clé. Quand tu l'arrêtes, il repart pas, là. Ah, ok, ouais. J'ai appelé ma blonde, j'ai pas porté une clé. Oh mon Dieu, mais elle dit, tellement elle dit, tu n'as fait des affaires. Elle m'a dit, là, celle-là, là, ça c'est le bout de la barre. Jeff Fillion. Lundi au vendredi, 11h30. Radio X. Une présentation de Laval Volkswagen qui vous offre la Golf R à partir de 499 $ par mois. Sauvez plus de 2000 $ en rabais. Vous pensez Volkswagen, pensez Laval Volkswagen. Marceau le soir, présenté par l'Atelier qui vous propose ses célèbres cocktails maison avec échelle de saveurs. Acide et frais, fort et amer, léger fruité. À vous de choisir. À l'Atelier sur Grande Allée. Il neige, on va dehors. Regarde, j'ai fait un ange dans la neige. Bonjour, ici Lynn Martel, vice-présidente de Dormez-vous. Je tiens à remercier tous ceux qui ont fait un don à l'occasion de notre programme annuel Enfants au chaud. Grâce à votre appui, nous faisons une vraie différence dans la vie d'enfants défavorisés au Québec. Les manteaux d'hiver que vous avez généreusement offerts vont permettre à des milliers d'enfants de notre communauté de rester au chaud et de s'amuser dehors cet hiver. Merci. Est-ce qu'on peut boire un chocolat chaud? Cette semaine, écoute Morel Live. Tu pourrais gagner une paire de billets pour le spectacle de Michael Bublé le 3 août au Centre Vidéotron. Billets en vente le 19 novembre à 10h via gestev.com ou ticketmaster.ca. Pour la première fois au Casino de Charlevoix, pour une édition Disco, le jeu télévisé À qui la chance? Avec votre animateur, Olivier Martineau, c'est mon nom. Plus de 50 000 $ en lot à gagner. Je vous attends les samedis du 10 novembre au 15 décembre au Casino. Et Grégory, prends donc un petit break. 18 ans et plus, certaines conditions s'appliquent. Détails sur casinodecharlevoix.ca. En novembre, c'est l'événement Ça va chauffer. Et ça va chauffer en grand chez Lévico Hyundai. On vous offre à l'achat 90 jours sans paiement. Soulagé de paiement pour les fêtes, c'est pas un beau cadeau, ça? Lévico Hyundai, le côté humain de l'auto. Les journées raccourcissent et vous donnent envie de vous évader? Faites la tournée Escapade gourmande de Resto Plaisir et courez la chance de vous envoler vers Paris avec Voyage Laurier du Vallon. En novembre, rendez-vous au Cochon d'Ingue, Paris Grill, Café du Monde, Jaja, Lapin Sauté ou Au Ciel et choisissez nos menus thématiques regroupant les saveurs Resto Plaisir. Rendez-vous à escapadegourmande.restoplaisir.com pour plus d'informations. L'Escapade gourmande. Une aventure Resto Plaisir. La route des plaisirs hivernaux commence ici. Passez nous voir chez votre concessionnaire Toyota du Québec. Les techniciens Toyota certifiés connaissent bien les 15 marques de pneus d'hiver autorisées par Toyota. Procurez-vous-les à prix imbattable grâce à notre promesse du meilleur prix. La loi sur l'immatriculation des armes à feu est en vigueur au Québec. Si vous possédez une arme à feu sans restriction, il est obligatoire de la faire immatriculer auprès du Service d'immatriculation des armes à feu du Québec. Rendez-vous dès maintenant au siaf.gouv.qc.ca pour faire votre demande d'immatriculation en ligne. C'est simple, rapide et sans frais. Le Service d'immatriculation des armes à feu du Québec. La sécurité avant tout. Un message du gouvernement du Québec. Jeff Fillion. Écoute, je suis parti de mon char un matin, pas de clé, là. Hein? Là, j'arrive sur l'autoroute, de il y a une clé allumée dans mon char. Ben oui. C'est ça, il y a une clé orange dans mon char. Ben, j'ai pas de clé. Quand tu l'arrêtes, il repart pas, là. Ah, ok, ouais. J'ai appelé ma blonde, j'ai me porter une clé. Oh mon Dieu, mais elle dit, tellement elle dit, tu n'as fait des affaires. Elle m'a dit, là, celle-là, là, ça c'est le bout de la barre. Jeff Fillion. Lundi au vendredi, 11h30. Radio X. Une présentation de Laval Volkswagen qui vous offre la Golf R à partir de 499 $ par mois. Sauvez plus de 2000 $ en rabais. Vous pensez Volkswagen, pensez Laval Volkswagen. Choix 98. Un choix avant, maintenant, tout le temps. À Québec, c'est toujours Radio X. L'original, Marceau. Le soir, avec Marceau. Radio X. On parle d'un sujet très cool ce soir avec Dr Kevin Gaudreault, qui est psychologue. On parle de la nostalgie. Dr Gaudreault, qu'est-ce que le mal du pays? Mal du pays. C'est gros, ça. Homesickness. Si on parle des termes en anglais, là, parce que ça, au début, on a parlé de mal du pays. Homesickness, là, la nostalgie, ça date des années 1688. C'est un médecin suisse qui a donné le nom. Là. Son nom de famille, c'était Hofer. Donc, et ensuite, il y a eu le mal du pays qui était pas mal, là, c'était confondu ensemble. Là. C'était pas clair encore. Là. Ouais. Ça s'est
Ça s'est vraiment précisé avec les années, là. Depuis quelques centaines d'années, on distingue nostalgie et mal du pays. Le mal du pays est surtout spécifique à un déplacement de séparation avec le lieu natal, par exemple. Une personne qui s'en va étudier à l'étranger, une personne qui déménage de son lieu natal, une personne qui s'en va faire son service militaire qui sort de sa région. Ouais. Ça, les premières études sortaient de ça. Ils sortaient des militaires. C'est des militaires au début qui présentaient des symptômes de homesickness, mal du pays. Ils présentaient de la fièvre, des problèmes digestifs, accélération du rythme cardiaque, plein de symptômes. Mm-hmm. Puis, lorsqu'on leur disait, vous allez pouvoir retourner chez vous prochainement, ou lorsqu'ils retournaient chez eux, les symptômes disparaissaient. Okay. Et là, on remarquait que c'était vraiment en lien avec l'éloignement du pays natal. Donc ça, c'est spécifique à un lieu géographique lié à l'environnement, la terre natale, par exemple. Ouais. Et la nostalgie, elle, c'est vraiment plus général à plein d'objets différents, qui peut impliquer des lieux aussi, là. Mais ça peut être des lieux qui sont pas un éloignement de pays natal, là. Ça peut être l'école secondaire où la personne était, sa maison d'enfance, ça peut être plein de lieux, ça peut être également en dehors des lieux, là. Il y a des relations dans la nostalgie qui sont les plus représentatives. Ça, c'est le thème qui revient le plus souvent. Lorsqu'on demande à des gens qu'est-ce qui vous rend le plus nostalgique, souvent, ce sont des personnes. Des conjoints, des conjointes, des parents, des enfants, des animaux de compagnie, des amis, des collègues de travail, etc. Des lieux, comme j'ai dit. Vous avez des objets aussi, des objets significatifs. Vous avez des paysages. Il y en a même qui parlent de... Il y en a que c'est des jouets, il y en a que c'est l'art, les vêtements, la mode. Donc, il y a beaucoup de thèmes liés à la nostalgie. C'est général. Puis, si on avait à dire là, le mal du pays, à qui ça s'applique, ce sont généralement les étudiants étrangers, les immigrants, les marins, les militaires. C'est surtout ces populations-là qu'on remarque que le mal du pays s'applique. Donc ça, c'est des distinctions entre les deux, là. Mm-hmm. Le mal du pays, ça veut pas nécessairement dire de changer de pays. Ça peut arriver effectivement. Mais moi, j'ai vu 2 personnes par le passé qui avaient le mal du pays. Puis curieusement, ils venaient du même endroit. C'était des gens des îles de la Madeleine. Ouais. Des gens des îles de la Madeleine qui devaient quitter les îles de la Madeleine pour venir en ville pour étudier. Oui. Et je me suis rendu compte à quel point ces gens-là étaient très attachés à leur lopin de terre. Mm-hmm. À quel point ils voulaient retourner chez eux à tout prix. Mm-hmm. Peut-être que c'est peut-être dans les premières années, là, mais du moins, moi, je les ai côtoyés pendant au minimum de 3 ans chacun. Puis c'était souvent ça, tu sais, j'ai tellement hâte de retourner aux îles. Ouais. Puis là, je suis allé voir sur Google, j'ai regardé, ouais, c'est beau, c'est vaste étendue de verre. Il y a un décalage aussi avec le type de mode de vie, là, la ville, et la campagne. Mais les gens sont paysans. très, très, très ancrés à leur terre. Moi, j'ai eu la même chose quand j'étais à New York. Bon, j'ai passé quelques mois à New York. Après ça, je me suis ennuyé de Québec. Je suis revenu à Québec, mais c'était pas... j'en parlais pas à tous les jours, mais j'avais hâte de revenir à la maison, comme on dit. Oui. J'ai fait la même affaire quand j'étais à Atlanta un petit peu plus longtemps. J'avais hâte de revenir à la maison. Mais le mal du pays, là, tel que vous semblez le décrire, moi j'ai vu ça de 2 personnes qui venaient des îles de la Madeleine puis qui sont venus étudier à Québec, qui étaient pas capables de passer à autre chose dans leur tête. Ça peut devenir vraiment invalidant. Ah ouais? Oh oui. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont retournés puis sont heureux. Hein? Ouais, ça a été passager. Ouais, on a comme... ça appuie vraiment la possibilité que c'était vraiment ça, tu sais. Comme dans les premières recherches, lorsqu'on a découvert que ça existait. Lorsque les militaires retournaient chez eux, ça disparaissait. En effet. Donc, lorsque on est avec des étudiants étrangers, on travaille dans un endroit avec des étudiants étrangers, on les encourage, oui, à s'intégrer à la société d'accueil, mais à garder un lien aussi avec des gens d'où ils viennent. Comment on peut aider? C'est une question par texto. J'en ai reçu quelques-unes. Là, vous pouvez continuer de nous en envoyer. 88-670-9098. Comment on peut aider une personne qui est nostalgique de naissance, qui vit tout le temps dans le passé? Que ce soit positif ou négatif, mais visiblement, si la personne veut l'aider, c'est parce que c'est forcément négatif dans la vie de l'autre. C'est ça. On est déjà positionné que c'est quelque chose qui est nuisible. Parce que dire à quelqu'un, arrête de vivre dans le passé, pas sûr que le message va toujours être compris. Là. En effet.
Parce que c'est sa réalité, là. C'est comme ça qu'il vit, puis... tant aussi longtemps que cette personne-là ne demandera pas de l'aide, tu peux pas nécessairement l'aider. Peut-être qu'elle n'a pas besoin d'aide non plus. Ouais. Peut-être qu'elle est bien comme ça. On en connaît tous des gens comme ça. Qui sont bien dans leurs affaires. Ça peut être le cas. Donc, je vais garder une certaine réserve comme réponse là-dessus. Qu'est-ce que la nostalgie? Pouvez-vous la définir? On l'a fait tout à l'heure. Christine qui dit « J'aime beaucoup votre invité. Je me sens aigre-doux ce soir. » OK. Parce qu'elle est nostalgique. Elle dit pas de quoi, non? Comment? Elle dit pas de quel sujet qu'elle Non. Salut Yann, il y a un bon band de musique qui s'appelle Sombre Nostalgie. Est-ce qu'il y a des années qui sont plus nostalgiques que d'autres, Doc? Dans notre vie? On en a parlé un peu tout à l'heure. Dans mon cas, moi, c'est mon adolescence. Ce qui est le cas, cependant, il n'y a pas les années qui sont plus, mais on sait que à partir de cinquantaine, là, ça devient plus présent. Les personnes le deviennent davantage que les autres tranches d'âge, ça je peux dire. Et là, ils vont se référer à leur passé, bien sûr. Là. Mais je peux pas dire quelle époque. Souvent, c'est l'enfance, quand même. Okay. Il y a certaines définitions qui vont dire l'enfance jusqu'à l'adolescence, là. Mais ça peut être quand même début adulte, là. Ça exclut pas ça, là. Est-ce que c'est biologique, la nostalgie? C'est un que vous dites à 50 ans. C'est une émotion humaine, complexe, universelle. On l'appelle complexe parce que c'est une émotion qui s'accompagne de plusieurs émotions autour. Okay. Qui varient d'un souvenir à l'autre et d'une personne à l'autre. Donc, lorsque vous dites « je vis de la colère », c'est comme lorsqu'on demande à quelqu'un « est-ce que tu es nostalgique ou pas », c'est comme de demander à quelqu'un « est-ce que tu veux-tu de la colère ou pas? Tu veux-tu de la peine ou pas? » C'est humain, là, vivre la colère ou vivre la peine dans des moments dans sa vie. Vivre la nostalgie, c'est pareil, c'est d'en vivre parfois à certains moments. Mais le problème, c'est lorsque ça devient trop présent. C'est comme la colère ou la tristesse, que vous allez voir que si une personne vit de la colère de temps en temps, elle peut s'en servir comme étant une ressource pour faire des changements, s'affirmer, faire des décisions plus importantes lorsqu'elle vit des moments qui lui amènent une colère, par exemple. Ça peut devenir une ressource. Mais si elle est tout le temps en colère, ça peut être le symptôme d'un trouble de santé mentale ou d'une maladie ou quelque chose qui passe. C'est la même chose pour la nostalgie. Nostalgie passagère de temps en temps, c'est humain. 80% des gens en vivent. 2-3 fois par semaine, si on fait les statistiques, 2-3 fois par semaine, 80% des gens. Donc, on normalise en partant. Donc, ça, c'est important. Donc, c'est différent, là, les éléments là, que je peux vous amener là, pour dire que la nostalgie, c'est un peu la même affaire. La nostalgie peut être un symptôme d'un trouble de santé mentale qui était là avant, mais elle n'est pas en elle-même une psychopathologie. Elle peut accompagner, par exemple, un trouble d'adaptation dépressif ou un trouble d'adaptation ou une dépression. La personne est nostalgique dans son passage de trouble mental. Okay. Mais la nostalgie en elle, c'est une émotion humaine normale. Parfait. Question par texto, question de Daniel. Monsieur Godreau, Docteur Godreau, en vieillissant, la nostalgie peut être d'un grand support si on l'utilise consciemment. Est-ce que c'est correct? Je suis pas sûr si j'ai bien compris la question. Non, consciemment. Ce qu'elle mentionne, c'est que c'est une personne qui a une certaine expérience de vie et elle est consciente qu'elle utilise la nostalgie pour se souvenir de bons passages de sa vie. C'est positif, ça. Tant mieux. Tant que ça fait pas mal. Ouais. Il faut regarder l'effet que ça a. Ouais. Est-ce que ça fonctionne? Puis est-ce qu'il y a d'autres... est-ce que ça a des répercussions bénéfiques sur la personne? Tant mieux. Si c'est le cas, pourquoi? Pas de problème. Pas de problème. Allô, Radio X? Allô? Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, t'as-tu une question pour le Doc Godreau ce soir? En fait, j'ai pas une question. Il faudrait que... OK, va falloir que tu éteignes de un ta radio. Ah, la radio. Éteins-moi ça, mon ami. Allô? Oui, monsieur. Ça va mieux? Oui, monsieur. Ah, excellent. Écoute, M. Marceau, vous seriez un très bon TF dans la vie. Un travailleur social? Oui. Oui. Pourquoi? Parce que c'est tout le temps la même joke quand je te parle. Pourquoi tu nous appelles ce soir? En fait, justement, la nostalgie, en fait, moi, j'ai vécu, en fait, au Brésil puis au Pérou pendant quelques mois, puis l'espèce de nostalgie, de sentiment d'appartenance qui est là, l'espèce de tristesse, en fait, de se retrouver loin de nos proches. Et
déçu par là, mais de l'autre côté, quand tu reviens, il y a comme une espèce de vide, là. Donc, la nostalgie, en fait, est comme... j'aimerais savoir qu'est-ce que votre invité pense de ça, parce que c'est quand tu es loin, en fait, la nostalgie est proche. Là, quand tu te retrouves un peu... ça te revient, en fait, au pays. C'est comme une contradiction un peu, parce que tu te sens un peu loin, parce que tu as habitué. Okay. On est en train de te perdre, mon ami, là. Faut que tu parles plus fort ou d'une façon différente dans ton téléphone. On l'a perdu. Hein? Ouais, on l'a perdu, malheureusement. J'ai pas tout entendu sa question, là. Mais la nostalgie peut aller dans les deux sens aussi. Ouais. Moi, je connais des gens, là. Je connais quelqu'un qui voyage, qui fait le tour du monde, puis parfois nostalgique. Elle vient d'un autre pays, elle est venue habiter au Canada, et lorsqu'elle retourne dans son pays, elle est nostalgique du Canada. Donc, ça peut aller d'un bord et de l'autre. Là. Okay. C'est pas juste le terre natale, et ça peut s'inverser selon le processus d'adaptation de la personne dans sa nouvelle culture aussi. Docteur Godreau, ça vous arrive-tu d'écouter la télé? J'ai pas de télé, mais des fois je m'informe. Ouais. Des fois la publicité, quand vous la voyez passer, est-ce que vous le regardez de la même façon que moi je peux le regarder, ou vous constatez que certaines compagnies peuvent utiliser de la nostalgie pour attirer une certaine clientèle? Ça, c'est un des éléments gagnants. Ouais. Ça fonctionne. Il y a beaucoup de recherches là-dessus. Ah ouais. Il y a des études qui démontrent que lorsque vous mettez des thèmes nostalgiques dans l'annonce, en général, les gens vont être plus patients. Ils vont être plus patients puis ils vont regarder l'annonce davantage qu'une publicité non nostalgique. Donc, vous avez un produit avec une musique derrière, nostalgique. La personne a plus de patience à la regarder. Elle a moins l'habitude de changer. À un moment donné, il y avait des annonces de lait, puis il y avait de la vieille chanson francophone qui avait été mise sur les annonces de lait. Puis effectivement, on tripait sur ces annonces-là, même si tu tripes pas. Oui, là, le lait, tu tripes dessus, mais normalement, tu porterais pas attention à cette publicité-là. Là. OK. C'est un bon exemple. Donc, c'est ça. Les entreprises le savent. Là. Oui, puis ça a un effet, cependant, ça dure pas indéfiniment, cet effet-là. Quelquefois, ça fonctionne. Mais si vous commencez à avoir l'annonce trop souvent, il y a une habituation qui se fait, et là, ça perd de son efficacité. Okay. Donc, on voit les extrêmes, là, c'est jamais... c'est tout le temps l'équilibre qui est avisé. Les excès, c'est tout le temps... ça amène tout le temps des équilibres, justement. Donc, mais même dans cette stratégie-là, marketing, l'excès va aussi amener une limite, là. Ça fonctionnera pas tout le temps, là. OK. Donc, mais souvent, les compagnies vont se servir de ça pour créer une loyauté avec leur clientèle. Puis une impression de sécurité aussi. Puis favoriser le fil des continuités de l'identité de la personne. Parce que souvent, la personne va se reconnaître avec certaines étapes de sa vie dans le passé. Et là, elle fait des liens avec qu'est-ce qu'elle faisait à ce moment-là, avec qui elle était. Le soutien social, je vous rappelle tantôt, j'ai dit que la nostalgie est souvent teintée par des liens sociaux liés aux souvenirs. Donc, ça rallume ça en même temps. La nostalgie, là, ça a 3 grandes caractéristiques, si j'avais à résumer, là. Ça. Et ça s'applique aussi, là, on reste dans le thème des médias, puis la stratégie marketing, puis tout ça, là. Okay. Juste pour vous amener plus de détails, pour que vous compreniez ce que je viens de dire. Premièrement, la nostalgie, c'est identitaire. Ça fait partie de l'histoire de vie de la personne. Donc, c'est un événement de vie du passé. Ça peut être historique, peut-être qu'elle l'a pas vécu, comme je vous ai dit tantôt. Mm-hmm. Mais, généralement, ça fait partie de l'histoire de vie de la personne. Donc, premier critère, identitaire. Donc ça influence justement là, la réaction au produit dans une pub. Deuxièmement, l'aspect social qui est accompagné de ça. Souvent, c'est des souvenirs partagés avec des gens. Et troisièmement, c'est complexe. Les émotions que ça va activer, c'est une émotion de nostalgie mélangée d'émotions agréables et désagréables qui, elles, dépendent de la nature, de c'est quoi le souvenir, est-ce qu'il y a une continuité de l'identité de la personne avec ce souvenir-là. Lorsqu'il y a une coupure, qu'il n'y a pas une continuité de l'identité, la nostalgie, souvent, va amener des symptômes plutôt désagréables. Plusieurs exemples, là. Une personne qui a un souvenir, par exemple, sa maison passe au feu, obligé de déménager. Il y a une coupure dans l'identité de la personne, continuité d'identité. Ça devient de la contamination dans ce temps-là. Ou une rupture
un décès qui est arrivé sans s'en attendre. Par exemple, j'ai entendu ça parfois, là, des personnes qui m'ont confié des récits nostalgiques qui étaient plus dans la contamination de ça. Lorsque la continuité de l'identité de la personne n'est pas intacte, lorsqu'elle parle du souvenir, là, ça devient tout le temps, sans exception, 100% des cas. OK? Je vous le dis, cette fois-là, il y a des chiffres là. Dans mon étude, j'ai fait 100% des cas, lorsque la personne a une coupure d'identité, de la continuité d'identité, c'est vraiment quelque chose qui est régressif, contaminant, qui ne l'aide pas. Alors que lorsqu'on est dans un scénario de rédemption, lorsque la personne a l'impression que son souvenir, ça fait partie de qui elle est, qu'il y a une continuité de l'identité avec ses valeurs, puis qu'il y a quelque chose qui s'est complété, qu'elle a l'impression que ça fait partie de qui elle est, puis que ça a amélioré, elle a appris quelque chose de ça, puis c'est plutôt de la rédemption. Dans ce temps-là, il y a plus d'émotions agréables associées. Donc ça, c'est vraiment important à vous dire. Donc, tout dépend de ça. Lorsqu'une personne a un souvenir plus teinté de rédemption, là, ça peut servir des ressources. Lorsque c'est un souvenir teinté de contamination, ça n'a pas les effets bénéfiques. Donc, ça varie beaucoup, là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est très complexe. Quand on parlait de nostalgie, on a parlé de publicité aussi. Moi, il y a une publicité qui m'a marqué, puis il y a un auditeur qui vient de me le rappeler d'ailleurs. C'est une vieille publicité de Pepsi, mais ça démontrait à quel point toutes les différences qu'on avait au Québec, puis notre relation avec Pepsi. Tu sais, ici, c'est pas ici, c'est icite. Puis là, ben, ça passait de scène en scène, puis toutes les petites particularités qu'on avait, puis ça démontrait à quel point on était une nation qui était différente, puis à la fin, ici, c'est Pepsi, parce qu'à l'extérieur du Québec, c'est pas mal plus Coke qui était consommé, là. Puis oui, on avait comme un sentiment qu'on était différent, c'était le fun, cette publicité-là. Si je me trompe pas, elle avait passé, c'était quoi le gros moment? Bref, ça avait été lancé lors d'un gros moment, puis ça avait pogné comme pas possible, cette publicité-là, parce que c'était très, très, très rassembleur. Ça venait chercher notre fibre de Québécois. L'appartenance. D'appartenance. Le lien social, l'appartenance. Ouais. La fibre québécoise, vous dites? Ouais. Ça a un effet. La nostalgie peut être vécue collectivement aussi. Mais est-ce que je sais pas, je vous pose une question comme ça, mais est-ce que les bureaux de marketing peuvent avoir accès à des gens comme vous, à des psychologues pour pouvoir, excusez-moi l'expression, mais jouer avec le cerveau des gens? C'est sûr. C'est sûr qu'il y a des conseillers. Il y a d'ailleurs un cours à l'université en communication que c'est la psychosociologie de la com, là. Ouais. On apprend ça, là, l'effet de la psychologie sur le marketing, les publicités, comment l'approche client, là. Ouais. Okay. Intéressant. Qu'est-ce qui te rend le plus nostalgique, Camille? Ben, tantôt, on l'a mentionné, moi, c'est l'enfance, puis aussi les époques, là, moi. C'est pas que je vis dans le passé, mais j'aime bien les choses vintage, là, c'est les hipsters, là, qu'on dit, là. Ouais. J'aime bien ça, Même si tu l'as pas vécu? Oui. OK. Oui, ben on parlait hier avec le cas de cas informatique des consoles de jeux vidéo rétro. Moi, j'étais dans la génération là pas mal après ces consoles-là, fait que j'ai génération commencé Xbox. Ben ouais, PlayStation. C'est ça. Ouais. Fait que j'ai connu ça, j'avais à peu près 3, 4, 5 ans, j'ai commencé à jouer. Je sais pas pourquoi on me laissait jouer d'ailleurs à des jeux violents. Irresponsable. C'était des irresponsables. C'est ça, j'étais à la fin de ce mouvement-là, mais encore aujourd'hui, là, quand on en parle, je pense à ça quand j'étais à la garderie, je jouais avec la console à Super Mario. J'ai plus des souvenirs de l'enfance. Je sais pas si c'est parce que je suis plus jeune, mais moi je m'associe un petit peu plus à mon enfance. Autant où je faisais du patin, autant où mon père était là parce que moi je l'ai perdu. Fait que la nostalgie a un côté tout un petit peu plus négatif. Mais c'est vraiment cette période de ma vie qui me rend nostalgique. Puis vous, Doc Godreau, qu'est-ce qui vous rend nostalgique? Moi, je passais pas par 4 chemins. Je me suis donné la mission de pas m'impliquer personnellement avant même de commencer mon essai. C'est vrai? Tant que je vais étudier ce sujet-là, je vais me mettre à l'écart. À ce point-là? Oui. Puis, à un moment donné, lorsque j'aurai terminé mes travaux là-dessus, puis que je vais me dire, bon, ben là, je suis à l'aise de le faire, là. Mais en ce moment, je reste objectif. Je me mets à l'écart. Je me mets à l'écart parce que c'est quelque chose que je suis encore en train d'étudier. Vous êtes droite comme une barre. Oh non. Mais il n'y a rien qui vous rend nostalgique. Les jeux vidéo? Je suis pas en train de dire ça. OK. Je suis en train de dire que je mets une réserve, mais que je l'ai déjà vécu. Ben oui. Là. C'est comme de dire... si quelqu'un dit qu'il n'a jamais vécu de nostalgie, ben dans la plupart des cas, c'est comme de dire j'ai jamais été en colère, j'ai jamais vécu de peine de ma vie. Ben là... Le premier poster de Samantha Fox? Peut-être! Il veut pas le dire! L'annonce Pepsi que je vous parlais tout à l'heure, il y a un auditeur qui vient de me réécrire, c'est l'heure d'un bye-bye.
c'est Bye Bye, je sais pas trop quel, mais supposons que c'était Bye Bye 2010, exemple. Ben, il avait lancé cette publicité-là, puis ça avait marqué beaucoup de gens, là. OK. Il y a une limite, là, intéressante par rapport à l'aspect de ressources, là, de la nostalgie, là, si j'avais à dire rapidement, là, c'est que ça va être une ressource qui va fonctionner pour les gens qui utilisent déjà des stratégies axées sur disons, des voies sociales, par exemple. Des personnes qui ont des attachements plus évidents de nature dans la vie, là, n'auront pas les mêmes bénéfices, les mêmes effets bénéfiques de la nostalgie qu'une personne qui est plus... qui va naturellement davantage dans les relations, va à l'avant et tout ça. J'ai un psychologue, c'est un de mes amis qui vient de m'écrire. Il me dit, je suis en train d'écouter votre entrevue avec le docteur Godreau, puis je trouve franchement ça intéressant. Puis quand vous avez parlé de la cinquantaine tout à l'heure, lui, ça le fait penser à son père qui, à la cinquantaine, s'est acheté un muscle car. Mais les muscle cars de son temps. Donc, il a racheté un vieux véhicule qui a remonté. Puis quand il rentrait dans son fameux muscle car, ben ça le faisait vivre le temps qu'il faisait triper, c'est-à-dire les années 60, les années 70. Ouais. Mm-hmm. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gars qui, lorsqu'un peu plus de temps, la retraite approche, ben ils s'en vont dans les chars, puis décident de remonter des vieux chars du temps, puis ils trippent à mort. Fait que ça revient un peu à ce que vous disiez tout à l'heure, lors de la cinquantaine, il y a quelque chose qui se passe. Mm-hmm. Ouais. Puis jusqu'à davantage qu'avant ça, habituellement. Même, il y a même des... peu importe où vous êtes dans le monde, là, même l'aspect culturel, économique de l'endroit, même si c'est une place pauvre aussi, peu importe, tous les continents, toutes les tranches d'âge, il y a un pic là qui commence à 50 ans, 60 ans, bien sûr, comme on vient de dire, mais c'est vraiment universel. Puis il n'y a pas de... Souvent, on me demande les gens qui sont dans des milieux pauvres, d'autres continents où c'est plus défavorisé, est-ce qu'il y a de la nostalgie? Oui, il y en a. Ça veut-tu dire c'est positif, négatif, ça on le sait pas, là? C'est varié d'une personne à l'autre, d'un souvenir à l'autre. Okay. Je peux dire que le poster de Samantha Fox, ça a fait réagir. Il y a beaucoup de gens qui se souviennent de leur fameux poster de Samantha Fox. Vous aviez tous le même? Comment? Vous aviez tous le même? Ben, je pense que de ma génération, là, c'était la première fois qu'on pouvait acheter un poster chez Zoller. On se faisait pas demander nos cartes. Je comprends. On avait tous ce fameux poster-là. Sais-tu, il était caché où, moi? En arrière de ta porte? J'avais un garde-robe en arrière de la porte du garde-robe. Okay. Fait que quand je voulais voir Samantha, j'ouvrais la porte. Bon. Docteur Godreau, ça a été un plaisir de vous recevoir ce soir pour parler de la nostalgie. Les auditeurs ont adoré. J'ai plein d'autres Samantha Fox qui rentrent. Coudon, on a tous acheté le même poster. On n'oublie pas, la nostalgie, c'est une ressource dans des moments d'adaptation passagère.